La musique est l'un des outils ancestraux imaginés par les sociétés humaines pour communier dans l'instant. Elle est une manière sophistiquée d'occuper les cerveaux, les sens, les corps, et ainsi de chasser les mauvais esprits, les angoisses de survie ou les blessures du passé. Les aborigènes ont nommé cet état de conscience temps du rêve, un espace magique où l'abstraction écarte le bruit chaotique du monde au profit d'une focalisation sur les sensations intérieures, qui permet d'ancrer le sujet dans une autre forme d'immersion, où le passé et le présent ne font qu'un. Adieu, quête de réalisme et liste de courses pour PNJs indigents rencontrés il y a 2 secondes. Bonjour, visions affables et momentum de poche dans la caverne de l'esprit. Je suis Bastien de l'Ermite, vous me connaissez pour la musique de Twin Peaks, et je me joins aujourd'hui à Zef pour gloser sur le rail shooter psyché de Tetsuya Mizoguchi et sur le jouet planctorhythmique de Toshio Iwai. Que voit-on réellement? Que ressent-on, ici et maintenant? Avec Electroplancton, on perçoit un opéra ambiante sous microscope. On retrouve les œufs d'Artemia mort-nés chopés dans le journal de Mickey, qui éclosent enfin pour que nous devenions le chef d'orchestre et le spectateur privilégié de leur danse sonore. C'est cet aspect spectaculaire et passager qui distingue Electroplancton d'un outil de composition rudimentaire. On n'y produit pas de musique, on y vit une expérience musicale. Iwai envisagea bien un temps la possibilité d'enregistrer ses compositions, mais écarta finalement cette idée au profit d'une beauté éphémère, dont l'éternité s'imprime dans les affects plutôt que dans une mémoire glacée sur support. Combien d'albums avez-vous réécouté inlassablement, recherchant l'émotion de la première écoute? Ce que ce jeu propose d'approcher est cette qualité particulière de sentiment, qui ne se reproduit pas et qui ne peut être stockée. L'expérience est quelque chose de volatile et d'imprévisible. Ainsi, la finalité d'une partie d'Electroplancton est seulement définie sur le moment par la personne qui joue. Expérimentez joyeusement jusqu'à la cacophonie, essayez de produire un morceau cohérent, jammer en groupe, ou tout simplement écoutez le jeu tourner en faisant autre chose. Le trip devient rêve lucide, pour peu qu'on arrive à maîtriser chacun des 10 instruments proposés par le jeu. Rez de son côté évoque plutôt la logorée New Age d'un DJ de Goa extatique fan de 2001, dissertant sur les projections astrales et la cybernétique. La forme y est plus classique, héritée du savoir-faire de l'arcade chez Sega. Du jouet à l'usage libre, on passe au jeu, dans lequel on poursuit un objectif, délivrer l'IA Eden, dont la société futuriste dépend, du péché de connaissance qui lui a fait initialiser sa séquence d'autodestruction. Mais le véritable intérêt de Rez se situe à un autre niveau, au-delà d'une fumeuse catabase post-cyberpunk à la Tron, celui de l'entrelacement des sensations audiovisuelles et haptiques. La spécificité de Rez est qu'il place sur une grille musicale définie par son nombre de battements par minute et ses sections, les différents feedbacks sonores et vibrations de la manette, ou de l'inénarrable accessoire dédié, le Trance Vibrator. Nous sommes alors contraints d'adopter une chorégraphie, d'accepter une certaine soumission au jeu permettant un instant d'oubli et d'abandon. De cette simultanéité réglée des sensations naissent dans Rez le sentiment synesthésique et la transe rituelle cherchée par Mizoguchi. À mesure que nous progressons vers un niveau d'attention supérieur qui doit nous rapprocher des sensations et éveiller notre sensibilité, nous délaissons une partie de notre esprit. Cette expérience, qui est celle que proposent les psychotropes, est à la fois évoquée et reproduite par les visuels psychédéliques de Rez. Le jeu musical, c'est à la fois une forme très pure de plaisir ludique et une tentation qui éloigne du jeu tel qu'on le connaît. Rez, par exemple, est le produit de l'expérience acquise par ses créateurs pendant le développement de Panzer Dragoon Saga. Et il est clair que la transition menant d'un grand rail shooter à tendance RPG vers l'expérience synesthésique de Rez est une épuration. Moins de lore, moins de stats, moins d'exploration. Tout disparaît pour laisser libre cours à une explosion de game feel et poser ainsi les bases d'une expérience musicale. Même en partant d'un jeu déjà fondé sur le rythme, comme l'ont fait 2 vétérans du studio Harmonix après avoir bossé sur Rock Band, on ne poursuit la tentation musicale que pour aboutir à une parfaite pureté expérimentale. C'est ce qu'ils ont obtenu avec Thumper. Une seule voix, un scarabée, et l'obscurité du monde comme horizon. Bien avant Thumper et bien avant Rez, sortait déjà chez Nintendo un exemple de shoot'em up débarrassé de toutes les fioritures dont on fait les jeux vidéo. Ce splendide jouet sonore à scrolling horizontal portait le nom d'Otoki, et son créateur n'allait pas s'arrêter là. Avec le projet Sound Fantasy devenu SimTunes, avec ses installations ludo-musico-artistiques, puis avec le classique DS Electroplancton, Toshio Iwai n'a cessé d'approfondir sa recherche d'une parfaite expérience musicale, dans laquelle se réaliserait l'unité harmonieuse du logiciel et de l'humain, du son et de l'image, de l'abstraction
et du vivant. Le secret du détournement par lequel un rail shooter est changé en jeu de rythme, c'est le remplacement d'une recherche de complétion par une recherche d'harmonie. Toutes deux peuvent être poursuivies grâce aux mêmes actions et satisfaites simultanément. Un shooter lambda implique d'ailleurs déjà le chevauchement de ces deux préoccupations, l'une esthétique et l'autre ludique. Dans le cas de Rez, nous n'observons qu'un changement de priorité. La marque la plus évidente de ce changement est l'apparition systématique, de Rez à Vibribone, en passant par Internal Section, d'un mode spectacle semblable à celui d'Electroplankton. Ce mode de jeu, sans game over, permet de délaisser entièrement la préoccupation ludique pour aboutir à une sorte de joujou son et lumière, qui a même pu servir dans le cas de Rez à des performances publiques. Manifestement, ce n'est pas dans le jeu que se cache le fond du modèle musical, c'est dans la simple correspondance de nos actions et de leurs effets esthétiques. À cet usage, le jouet suffit. Le cadre musical d'Electroplankton est moins strict et moins automatisé que celui de Rez. Parce qu'il offre donc une plus grande liberté, il nous faudra fournir plus d'efforts pour atteindre dans ce jeu une expérience harmonieuse. Comme beaucoup d'installations artistiques de Toshio Iwai, celui-ci vise justement à esthétiser nos mouvements et nos sensations en les augmentant et en gommant leurs irrégularités. Il avait déjà éprouvé dans des expositions d'art contemporain beaucoup des expériences proposées par ce jeu, et il approfondira de nouveau ce même travail en concevant un peu plus tard le célèbre Tenorion, gadget musical très répandu chez les musiciens rigolos comme Björk ou Jean-Michel Jarre. Iwai explique volontiers que cette recherche prend racine dans l'époque bénie de son enfance, qui a été marquée par 4 grands objets de fascination, une NES, un synthétiseur, un microscope et un magnétophone. L'association de ces 4 domaines que sont le jeu, la composition, l'observation et l'enregistrement est le noyau vivant de l'expérience poursuivie par Toshio depuis les années 80. Cette exploration permanente le poussera à travailler en collaboration avec Nintendo, avec Miyazaki, avec Fuji TV, et comme la plupart des génies du jeu vidéo, avec l'inévitable Ryuichi Sakamoto. Iwai et Mizoguchi ont en commun d'avoir assis leurs volontés artistiques sur la recherche d'antécédents synesthésiques dans les arts visuels. Dans ce domaine, leurs principales trouvailles ont pu être l'op art, l'expressionnisme abstrait, le mouvement Fluxus, ou encore la peinture polyphonique de Paul Klee. Et il est désormais bien connu que l'influence de Kandinsky est à l'origine du projet qui aboutira à Rez. Du côté d'Iwai, c'est l'œuvre de Norman McLaren, faite de films expérimentaux fondés sur la correspondance du son et de l'image, qui a été déterminante. Le cinéma expérimental a été le terrain de nombreuses expériences de cet ordre, parmi lesquelles on peut remarquer les travaux de Paul Charitz, ceux du musicien Karsten Nicolai, ou les travaux précurseurs d'Oskar Fischinger et de John Whitney. Enfin, l'œuvre interactive Small Fish, conçue en 1999 par Furukawa, Fujihata et Munch, semble être quant à elle un antécédent direct d'Electroplankton. La composition musicale, imaginée par les jeux d'Iwai et de Mizoguchi, parce qu'elle utilise des sons naturels et des objets non musicaux plutôt que des instruments, est la mise en œuvre d'une vision très répandue parmi les compositeurs du XXe siècle. Des bruitistes italiens, jusqu'à John Cage en passant par Pierre Schaeffer, qui en tire les premiers principes de la musique concrète dans les années 40, cette vision envisage le bruit comme une note, et le hasard comme un élément de composition. S'appuyant sur une philosophie très orientale, elle a exercé une influence déterminante sur de nombreuses avant-gardes d'Occident, et elle a été le premier fondement de la musique électronique expérimentée par Stockhausen à partir des années 50, avant d'être réintroduite en 87 par Iwai dans le jeu vidéo. Mais cette philosophie d'une musique concrète et partiellement aléatoire ne suffit pas dans Rez ou dans Electroplankton à sacrifier les règles de la tonalité, comme elle l'avait pourtant fait chez nombre de compositeurs. Avec l'entrelac et le décalage de ces motifs répétitifs, la musique de ces jeux évoque plutôt celle des minimalistes américains, et celle du gamelan indonésien qui a exercé sur eux une influence décisive. Leurs compositions, faites de récurrences autonomes mais interdépendantes, sont particulièrement adaptées à l'idée d'une musique naturelle, qui épouserait les cycles des organismes vivants, leur variété et leur harmonieuse dissonance. Cet imaginaire de la nature musicale est une préoccupation centrale pour Iwai, qui voit dans les planktons chantants une sorte d'unité minimale et pure de la vie, mais aussi pour Mizoguchi, qui s'intéresse en premier lieu au jeu et à la musique parce qu'ils lui apparaissent comme des phénomènes primaires relevant de l'instinct. À un certain stade de son développement, d'ailleurs, Rez se destinait lui aussi à mettre en scène des planktons. Comme il l'explique volontiers, c'est en observant le comportement d'une foule rassemblée par le son lors d'un festival de musique qu'il a été frappé par l'idée d'une correspondance des sensations tactiles, visuelles, sonores et émotives, et d'un cheminement rythmique vers l'unité. C'est pourquoi l'environnement abstrait et informatique de Rez est tout entier tendu vers l'élément premier, naturel, instinctif et créateur, sans lequel il n'est qu'une vaste aliénation. Selon les mots de Mizoguchi lui-même, ce jeu décrit un mouvement qui mène de l'obscurité, du silence et de l'individualité vers la lumière, le son et la communauté. Rez et Electroplankton sont les résultats différents d'une même quête de l'essence.
Ils sont des tentatives visant à réconcilier l'abstraction technologique et la matière naturelle. Il y a derrière cette volonté une mystique essentialiste discutable. Elle résulte dans Rez en une sorte de collage néo-païen mal digéré qui fait de notre personnage un spermatozoïde et de notre cheminement l'histoire d'une fécondation. Mise en parallèle avec le lore de base qui veut que nous sauvions une IA débordée par un excès de connaissances, cette image d'un goût douteux s'explique finalement d'une manière assez propre. Ce qui lie l'expérience synesthésique, la dissipation de l'embouteillage informatique et le délire fécondateur, c'est une simple recherche de l'unité. Partant du phénomène de correspondance qui est à la source de tout sentiment esthétique, Rez s'engage corps et âme à la poursuite de cette chimère fascinante. Electroplancton, en revanche, accepte avec l'humilité d'un jouet ou d'un outil le morcellement du monde en une série de petites associations esthétiques. Laissant leur place à l'imprévu, à l'imperfection et à l'absence de contrôle, ils renoncent à la quête spirituelle au profit d'une philosophie pragmatique et contemplative.